Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme de cette semaine, le quartier européen reprend vie après une pause estivale bien méritée. Mais pour l'Ukraine voisine, cet été a été éreintant. La Russie a bombardé le pays sans relâche. Un missile a même endommagé la délégation de l'Union européenne à Kiev. La diplomatie semble dans l'impasse, alors quel est le plan de l'Union pour mettre fin à cette guerre sans fin? Et aussi, l'accord UE-Mercosur revient sur le devant de la scène. On parle bien de ce gigantesque pacte commercial conclu en décembre 2024 entre Bruxelles et les pays d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Les capitales européennes doivent encore donner leur feu vert à cet accord qui est bon pour les affaires mais potentiellement déstabilisant pour nos agriculteurs et surtout pour l'environnement. Nous décortiquons les détails dans un contexte de tensions douanières relancées par le président américain Donald Trump. Voici donc quelques-uns des thèmes que nous allons explorer avec notre panel d'invités. Geneviève Ponce de l'Institut Europe Jacques Delors. Bonjour Geneviève. Bonjour. Julie Rechagneux, eurodéputée du Rassemblement national. Bonjour Julie. Bonjour. Et Camille Cerise-Gessan, rédactrice en chef adjointe à l'agence Europe. Bonjour Camille Cerise. Alors merci à toutes les trois et à ce panel exclusivement féminin d'être ici. Avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ce qui préoccupe les dirigeants européens cette semaine. Il y a quelques mois, une lueur d'espoir semblait apparaître. Une initiative diplomatique soutenue par les États-Unis aurait pu permettre d'entamer un processus qui mettrait au moins fin au combat en Ukraine. Pourtant, la situation semble aujourd'hui pire qu'auparavant. L'été a été marqué par les attaques russes les plus destructrices depuis le début de la guerre, rien que sur la capitale Kiev. Les pourparlers bilatéraux entre l'Ukraine et la Russie et l'accord de paix tant souhaité par Donald Trump semblent plus éloignés que jamais. Le sommet de l'Alaska n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Au contraire, Vladimir Poutine semble déterminé à mettre l'Ukraine à genoux, quoi qu'il arrive. Pire encore, cette semaine en Chine, il a défendu l'invasion et en a imputé la responsabilité à l'Occident. Que va-t-il se passer maintenant ? L'Europe pourra-t-elle rassembler la solidarité et le soutien nécessaires pour permettre à l'Ukraine de poursuivre le combat ? Cet été brutal va-t-il se transformer en un automne tout aussi brutal ? Alors Geneviève, je me tourne justement vers vous. On le voit dans cette vidéo. Cet été, on a vu une intensification des attaques contre l'Ukraine, en volume, en intensité, mais aussi en pertes humaines. Alors est-ce que c'est le signe que Vladimir Poutine cherche une issue militaire à cette guerre, donc sans réelle volonté de paix ? C'est malheureusement l'impression que l'on a. Ça devient dangereux maintenant d'aller à Kiev, alors que ces dernières années, ça n'avait pas été le cas. Donc on a vraiment une montée des tensions, une montée des dangers, une montée de l'agressivité. On a aussi de forts soupçons que l'atterrissage de Madame von der Leyen ait été brouillé probablement par des dispositifs russes. Donc on a effectivement une montée des tensions. On a quelques raisons de penser que l'Europe, et pas seulement l'Europe, peut faire face à ce terrible défi, parce que depuis à peu près un an maintenant, s'est montée cette coalition des volontaires à l'initiative d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer, et à laquelle participent non seulement quelques grands Européens dont l'Allemagne, mais aussi des pays non européens qui font partie de nos alliés. On trouve là le Canada, on trouve là la Nouvelle-Zélande, on trouve là l'Australie. Donc on a cette coalition de volontaires qui ressemblait fort jusqu'à présent à l'OTAN sans les États-Unis. Et il semble que Donald Trump, peut-être réveillé par l'agressivité montante de Poutine, veuille se rapprocher de cette coalition de volontaires et veuille manifester son soutien. Donc on a cette raison d'espérer. Par ailleurs, apparemment, les Américains ont proposé de maintenir leur soutien aérien
et également en termes d'intelligence, et donc de contribuer de cette façon à la sécurisation de l'Ukraine. L'Europe étant par ailleurs, alors là par la voix de Macron et Starmer pour l'instant, donc c'est le retour du Royaume-Uni, c'est l'élément positif, c'est le retour du Royaume-Uni en Europe. L'Europe se dit prête à assurer une présence sur le terrain. J'entends ce que vous dites. Alors, on reparlera de la coalition des volontaires. Mais justement, Julie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez aussi cet optimisme? Est-ce que l'Europe est véritablement là? Malheureusement, je ne partage pas cet optimisme parce qu'on voit que le conflit s'enlise et on voit surtout que la tentative de diplomatie commune, de diplomatie européenne de Mme von der Leyen a échoué. Et on voit notamment la manière dont Donald Trump a reçu les dirigeants européens dans le bureau ovale, un peu face à lui comme des petits-enfants, alors qu'il a déroulé le tapis rouge pour M. Poutine. Donc malheureusement, on voit que la voix de l'Europe recule et que la France également n'a pas joué son rôle, parce que c'était aussi le rôle de la France d'appeler à une grande conférence pour la paix pour cesser ce conflit qui, vous l'avez rappelé, chaque jour fait des victimes à la fois militaires mais aussi civiles, ce qui est terrible, avec des enfants qui souffrent de cette guerre. On l'a vu au Parlement européen avec ces 20 000 enfants qui ont été kidnappés par la Russie. Et l'objectif, évidemment, de tout, ça doit être que ce conflit s'arrête. Et la France a évidemment un rôle très, très important à jouer dans cette voie vers la paix. Alors, je vois deux avis un peu différents. Vous, Camille Cerise, justement, vous voyez... Est-ce qu'il y a des raisons de désespérer, justement? Alors, moi, je ne suis pas optimiste forcément par nature. Je pense que c'est compliqué. Comme aiment beaucoup dire les dirigeants européens, il faut être deux pour danser le tango. Et on voit que Vladimir Poutine, visiblement... il aime bien rencontrer les dirigeants. C'est vrai qu'en Alaska, Trump lui a décerné le tapis rouge. Ça le remet au centre du jeu international, de montrer, écoutez, moi j'existe encore. Pour sa communication, sa propagande, c'est génial. De montrer qu'il est finalement un grand comme les autres, qui rencontre les dirigeants internationaux. Mais il ne veut pas négocier. Et pour faire la paix, il va falloir à un moment négocier. C'est pour moi passe par les armes qu'on y arrivera. Parce que de toute façon, les Russes continuent à être fournis en armes par la Chine, par des biens à double usage, par l'Iran, par la Corée du Nord et peut-être par d'autres, pendant que les Européens et les Américains, via le financement européen désormais, continuent de fournir des armes à l'Ukraine. Donc en fait, à part continuer pendant des années un conflit, si on ne négocie pas, il n'y aura pas de fin à ce conflit. Oui, mais après, on a vu des négociations qui ne donnent rien. Geneviève, et la situation sur le terrain, elle s'envenime, elle devient de plus en plus dramatique. Est-ce qu'on va justement avoir un hiver aussi brutal que cet été ? Écoutez, je voudrais dire, pour quand même montrer qu'il n'y a pas un vrai désaccord, les raisons de désespérer sont énormes, immenses, évidentes. Oui. Alors, après, ça me paraît important dans une telle situation, qui est d'une grande brutalité, une grande violence, qui est une menace existentielle pour l'Europe, ça me paraît important d'essayer de trouver des raisons d'espérer et puis surtout de les rendre concrètes. Donc en dehors de cette coalition des volontaires qui se monte, il faut rappeler quand même qu'il y a des puissances militaires en Europe, la France et le Royaume-Uni, qui sont tous deux membres du Conseil de sécurité, ont l'arme nucléaire, ils ont des armées. L'Allemagne a une armée, la Pologne a une armée très forte et elle s'arme, elle se défend. Donc il faut quand même voir que cette menace n'est certainement pas ignorée, elle n'est certainement pas minorée et c'est une course. La course est d'autant plus nécessaire qu'on a de fortes raisons de douter de M. Trump. Cette image de, effectivement, Poutine et Trump en Alaska était complètement sidérante. Moi, j'ai trouvé que l'image suivante, dans le bureau ovale, où il y avait l'OTAN qui était représentée par Rutte, l'Union européenne qui était représentée par von der Leyen, il y avait Macron, Starmer, Merz, Meloni. J'ai trouvé que c'était plutôt une raison d'espérer. C'est-à-dire que Trump, ayant fait cette réception invraisemblable en Alaska, était prêt à écouter, alors non seulement tous ceux que j'ai cités, mais aussi Zelensky, et de passer beaucoup de temps avec eux. Maintenant, c'est une course parce que l'Europe n'a pas les moyens de défendre l'Ukraine seule. Oui. Donc, mais la position des États-Unis, elle est très compliquée, Julie, justement. On ne sait pas très bien ce que Trump pense véritablement. Il a l'air d'ailleurs
Bien sûr. Très égaré. Évidemment, c'est d'ailleurs le souci, on va dire, avec Trump, c'est que Trump pense avant tout aux intérêts des Américains et les intérêts des Européens, des Ukrainiens, pour lui, évidemment, passent après. Donc Trump, lorsqu'il parle avec Poutine, lorsqu'il discute avec Zelensky ou avec les dirigeants européens, il voit forcément avant tout son intérêt et l'intérêt des Américains. Voilà pourquoi ça a été un problème depuis des années d'attendre ce parapluie américain et d'attendre Oncle Sam qui vient un peu à notre rescousse. Et là encore, la France devrait rester sur sa tradition qui est de rester à équidistance de toutes ces grandes puissances et de ne pas se remettre uniquement entre les mains d'un super géant avec des dirigeants politiques qui changent et qui parfois, comme M. Trump, peuvent être totalement imprévisibles. Oui, mais avec lequel elle est obligée de compter. On ne peut pas faire ça aux États-Unis. Évidemment, justement, Camille Cerise, cette coalition des volontaires, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous la trouvez efficace véritablement ? C'est compliqué. Pour l'instant, il y a beaucoup de réunions. Les dirigeants essayent de mettre en place des mesures en disant, voilà, s'il y a la paix, s'il y a un cessez-le-feu, on fera ça, ça, ça. Oui, mais ça. Du coup, on est en train d'anticiper quelque chose qui est déjà... Exactement. Après, des sources nous disent, oui, mais déjà la première étape, c'est fournir de l'armement à l'Ukraine. C'est la première garantie de sécurité, la première mesure qu'on prend actuellement, puisqu'il faut que l'Ukraine soit forte. Les Européens ont toujours dit, il faut que l'Ukraine soit en position de force pour négocier, pour être forte à la table des négociations. Ouais. Donc ça, c'est la première garantie de sécurité. Après, effectivement, on prépare l'après, même si pour l'instant, on est encore à l'intérieur même et en pleine guerre, et on voit que la Russie ne faiblit pas. Pendant l'hiver, on va avoir moins d'avancées sur le terrain peut-être à cause de l'hiver, et donc les sols sont gelés, les combats en rue, si on peut dire, sont plus compliqués. Par contre, les attaques par missiles et par drones s'intensifient. Alors justement, en parlant des attaques, la semaine dernière, des missiles russes ont frappé une zone à quelques mètres seulement de la délégation de l'Union européenne à Kiev. L'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katarina Maternova, nous a confié que personne n'a été blessé, l'attaque ayant eu lieu à 5h du matin. Mais les fenêtres ont été brisées, des ordinateurs endommagés, des portes bloquées et des véhicules touchés. Son équipe et elle ont été choquées, mais travaillent activement à réparer les dégâts pour rouvrir rapidement. On l'écoute. The attack of last week by Russia was quite shocking. Everyone in Europe should be shocked that Russia targets a building so close to the EU delegation that the blast wave simply causes this level of damage. The Russian version of peace is to terrorize the civilians. So during the day, life goes on as normal, but then especially on weekends, especially at night, the attacks come, they disrupt sleep, they disrupt normal life. And the worst part is that you really cannot plan anything, right? You have a whole generation of people who cannot not only fulfill their dreams, but they cannot plan beyond a day or two because you never know what's going to happen. Alors Geneviève, justement, cette attaque qui a endommagé les locaux de l'Union européenne à Kiev, est-ce que selon vous c'était une tentative délibérée de viser l'infrastructure diplomatique européenne ? Il faut en tout cas pas l'exclure. Ça, je crois que de la part de Poutine, c'est tout à fait une chose possible. C'est de montrer ses dents, pas seulement vis-à-vis de l'Ukraine, comme il le fait malheureusement de façon destructrice depuis février 2022, mais c'est de montrer à l'Europe que si elle s'approche trop de la participation à cette guerre, eh ben, elle va en payer le prix. Donc l'Europe est dans une course, en fait. C'est une course. C'est-à-dire l'Europe est parfaitement consciente de la nécessité d'assurer elle-même la défense de l'Ukraine. Le problème, c'est que on n'en a pas les moyens maintenant. Et ce sont des investissements qui se déroulent sur une longue période. Et en plus, on est loin d'avoir une interopérabilité des armements existants dans les différents États membres. Donc on a toute cette course-là qui prend du temps. Alors après, je reviens un peu sur cette attaque et justement, Julie, je me tourne vers vous. Cette attaque, elle aurait pu avoir lieu quelques heures plus tard, parce qu'on a bien dit que c'était 5h du matin. Des membres du personnel auraient pu être blessés ou tués. Justement, quelles auraient été les conséquences pour les relations entre Bruxelles et Moscou ?
Eh bien évidemment que ça aurait eu des répercussions terribles et on se doute que si ça a été fait à 5h du matin, c'était pour effectivement montrer une sorte de menace et faire peur, mais pour pas aller jusqu'au bout de cette menace. Et c'est ce que nous avons dénoncé dès le début de cette guerre en Ukraine, c'est que évidemment qu'il faut aider l'Ukraine, nous l'avons toujours dit, avec des armes défensives, des armes qui ne servent pas à attaquer directement le territoire russe pour ne pas être co-belligérants dans cette guerre. Et Monsieur Poutine considère que nous le sommes. Et donc, ça a évidemment des répercussions. Heureusement, personne de cette institution n'a été tué, mais effectivement, ça aurait pu arriver. Et c'est le risque dans cette guerre. C'est pour ça qu'il faut que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Justement, Camille Cerisio, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a qualifié l'attaque d'assaut brutal contre l'Ukraine et l'Union européenne, en promettant de renforcer les sanctions contre la Russie, notamment sur les secteurs russes du pétrole, du gaz, de la finance et des crypto-monnaies. Mais en fait, on en est déjà au l'énième 19e paquet de sanctions. Sont-elles vraiment utiles ? Alors utile, oui. Efficace, il paraît. J'avoue que c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres puisqu'on voit que la Russie continue quand même à fonctionner, même si l'économie russe va mal. L'économie russe, en tout cas, est axée comme économie de guerre. Donc la Russie continue à financer son effort de guerre. Et après, 19e paquet de sanctions, on verra. On a vu que le 18e paquet qui a été adopté juste avant l'été a été compliqué à négocier. Pas tant par la Hongrie cette fois, mais plutôt par la Slovaquie. Donc on sait qu'il y a des pays européens qui sont moins avenants pour prendre de nouveaux paquets de sanctions. Et après, il faudra voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'on peut toujours promettre en disant on va prendre des sanctions contre la puissance énergétique de la Russie. On va prendre des sanctions dans d'autres domaines. Il y a la flotte fantôme aussi, donc ces bateaux qui permettent, avec d'autres nationalités, des pavillons d'autres nationalités, d'emmener le pétrole russe ailleurs en disant non, nous en fait, on ne transporte pas de pétrole russe, il n'y a pas de problème avec les sanctions. Et surtout, le gros problème, c'est le contournement des sanctions par certains États tiers. Et ça, c'est vraiment un axe que la Commission veut sur lequel elle est en train de travailler. Exactement, maintenant. Parce que le problème, c'est que la Russie arrive à récupérer des produits interdits par l'Union européenne, mais via d'autres pays qui consomment du coup plus certains produits. Et on sait très bien, il y a certains pays, par exemple, qui consomment, je ne sais pas combien de fois plus. À un moment, c'était les frigos, parce qu'on s'est rendu compte que certains éléments des réfrigérateurs pouvaient être réutilisés dans certains armements. Et donc, c'est des pays qui faisaient importer des milliers de frigos d'un coup dans leur pays, alors que les gens n'ont pas forcément besoin de 10 frigos chacun pour après les renvoyer en Russie. Donc ça, c'est un secteur sur lequel travaille la Commission. Julie, justement, vous, les sanctions, vous pensez quoi ? Il faut continuer ? Quel genre de nouvelles sanctions il faut mettre en place ? Le problème majeur avec ces sanctions, c'est qu'elles ont une répercussion sur les Européens, sur le pouvoir d'achat des Européens, et qu'on voit effectivement, on n'a peut-être pas de chiffres officiels, on a les chiffres du Kremlin qui revendiquent par exemple une croissance du PIB de 4,1% sur l'année 2024, et on voit que la Russie a réussi à contourner ces sanctions et au final a réussi à continuer de vendre ses hydrocarbures. Donc est-ce que les sanctions sont efficaces sur la Russie ? Elles le sont peut-être en partie, mais les répercussions sur les Européens sont peut-être beaucoup trop fortes par rapport aux répercussions sur l'économie russe. Donc il faut peut-être réfléchir à un autre moyen et une autre forme de sanctions, parce que sur le 19e paquet de sanctions et sur le fait d'aller attaquer directement ces pays tiers qui se fournissent auprès de la Russie, on voit mal comment l'Union européenne va procéder et quelles seront vraiment les mesures que l'Europe mettra en place. On a un système lors du 11e paquet de sanctions, donc il y a quelques mois, les Européens ont pris un système qui serait un peu comme les sanctions secondaires américaines. Ce qui fait qu'on pourrait sanctionner des pays parce que, en fait, ils nous empêchent de sanctionner la Russie, ou en tout cas, ils aident la Russie à se fournir alors qu'ils ne le devraient pas. Donc, c'est faisable. Mais moi, je pense que tant que les Américains, eux, ne renforceront pas leurs sanctions, avec eux aussi des sanctions secondaires qui sont extrêmement puissantes, les sanctions secondaires américaines, sans ça, l'effort de guerre russe pourra continuer. Alors, juste pour revenir un peu sur l'actualité, et je me tourne vers vous, Geneviève, on a vu la présence du Premier ministre slovaque Robert Fico à Pékin ce mercredi à la parade militaire de Xi Jinping, le président chinois, où il a rencontré Vladimir Poutine. Quand on voit ce genre d'image, qu'est-ce qu'il faut penser ? Alors, bon, c'est pas vraiment une surprise. Hein. On sait de quel bord il est depuis quelque temps déjà. Dans le domaine de la défense, et c'est toute la logique de la coalition des volontaires, ça n'est pas nécessairement le cadre de l'Union européenne qui est le bon cadre.
C'est le bon cadre du point de vue de la création d'un véritable marché intérieur des produits de défense, ok, donc du financement de cet effort de défense. En revanche, du côté de la décision en matière de défense, il faut faire un pas de côté par rapport à l'Union européenne, parce que, étant donné qu'on est dans un domaine où on décide à l'unanimité, des personnes comme Orban ou Fito peuvent s'opposer et s'opposent régulièrement aux décisions que l'on prend vis-à-vis de la Russie. D'où la logique de cette coalition de volontaires où on fait un pas de côté par rapport à l'Union européenne et en même temps on élargit le cercle. C'est le retour du Royaume-Uni et c'est le retour de grands alliés comme le Canada, etc. On en a besoin. Voilà. Ouais. Donc il faut vraiment faire cette distinction en Europe. Tant qu'on est dans la production d'armement, l'Union européenne a son utilité. Dès qu'on est dans la décision en matière de défense, il faut se rapprocher d'un modèle qui est plus ou moins l'OTAN sans les États-Unis actuellement. Alors, l'un des grands sujets justement de cette coalition des volontaires, c'est l'après cessez-le-feu et c'est justement la possibilité d'avoir des troupes au sol. Julie, je me tourne vers vous. Est-ce que justement les troupes au sol, c'est un mythe, c'est trop controversé, c'est trop compliqué? En tout cas, du côté français, nous nous opposons au fait que des soldats français soient envoyés en Ukraine. Donc on verra ce qu'il en sera, mais nous avons toujours été clairs sur ça, nous nous sommes toujours opposés et nous continuerons de nous y opposer. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, sur cette coalition des volontaires. Le problème, c'est qu'on le voit, l'Union européenne aujourd'hui veut avoir une défense commune, une défense européenne. Et aujourd'hui, le cadre qui est envisagé, c'est les pays européens. Et on voit avec les divergences sur les pays que c'est absolument impossible et que c'est un vieux serpent de mer qui ne peut pas aboutir et c'est pas souhaitable parce que les pays doivent garder cette prérogative, cette compétence qui est nationale et qui est en réalité la condition de la souveraineté des nations et c'est selon nous ce qui est le plus important. L'importance de créer cette défense commune, c'est sur cette note que nous pouvons conclure notre première discussion. Merci à nos trois invités. Restez avec nous car après une courte pause, nous reviendrons sur un sujet ô combien polémique, notamment pour la France, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos trois invités ici présentes. Il ne s'est pas passé un jour cet été sans que les mots droit de douane et Donald Trump n'aient envahi l'actualité. Et c'est précisément pour cette raison que l'Union européenne cherche désespérément de nouveaux partenaires commerciaux et de nouveaux débouchés. Bruxelles travaille depuis des décennies sur un accord massif avec le bloc Mercosur et cette semaine, après des années de négociations en dents de scie, le texte final a été envoyé aux capitales européennes qui doivent désormais donner leur feu vert, tout comme le Parlement européen. Alors justement, Julie, je me tourne vers vous. Cet accord vise à réduire drastiquement les droits de douane sud-américains sur les voitures, les machines, les produits industriels européens, tout en permettant aux pays du Mercosur d'exporter davantage de produits agricoles vers l'UE. Est-ce que c'est donc une bonne nouvelle ce qui se passe en ce moment ? C'est une terrible nouvelle pour les agriculteurs français parce que c'est eux qui ont été les grands oubliés de cet accord avec le Mercosur. On a en réalité dealé des voitures qui sont pour la plupart allemandes et italiennes contre nos produits agricoles français avec des filières qui sont déjà dans des sortes dans une faillite généralisée. Donc c'est pour ça que nous nous y sommes opposés et on a bien vu la manœuvre de la Commission européenne qui savait que certains États s'opposaient à ce Mercosur et donc cette manœuvre de scinder l'accord en deux avec cet accord commercial qui passera uniquement par le Conseil à la majorité qualifiée. Donc c'est une manœuvre en gros. C'est une manœuvre et le but c'était de contourner les parlements nationaux et donc les peuples européens. Est-ce que Geneviève, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une terrible nouvelle, une manœuvre. Je pense pas. Non, je vais exprimer mon désaccord pour toutes sortes de raisons. Oui. Il faut savoir d'ailleurs, je vais commencer par ça, c'était pas mon intention, mais dans les produits agroalimentaires qui sont concernés par cet accord, il y a des vins et spiritueux. Et comme chacun sait, les vins et spiritueux, c'est une des spécialités françaises. Donc il y a quand même en France des secteurs qui sont fortement bénéficiaires. Je dirais qu'il y a 4 raisons maintenant de ratifier cet accord. La première raison, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, c'est Trump. Donc quand on est face à un grand partenaire commercial
qui représente plus de 15% de nos échanges. Face à un grand partenaire commercial qui nous traite comme il l'a fait, en abusant d'ailleurs justement de notre crainte qu'il se désengage de l'Ukraine, et en nous faisant signer cet accord asymétrique, on doit échapper à cette emprise et on doit diversifier notre commerce international. Alors, il faut le faire en dehors de ces grands intervenants que sont les États-Unis et la Chine. Ça, c'est la première raison. Ouais. Deuxième raison, justement, dépendance vis-à-vis de la Chine. Nous sommes très dépendants vis-à-vis de la Chine, parfois jusqu'à 90% de taux de dépendance pour les métaux rares qui alimentent l'économie moderne. Ouais. Donc l'économie électrique, disons. Et la troisième décarbonée. Alors, troisième raison, il y a des bénéfices, notamment industriels, et qui ne sont pas réservés à l'Allemagne. Ça touche aussi la pharmacie, ça touche les machines, et je vous l'ai dit, ça touche aussi l'agroalimentaire, les vins et spiritueux. Et finalement, il y a dans cet accord qui a été négocié notamment avec la France depuis le mois de juin, il y a des mesures de sauvegarde qui vont permettre... Il n'y a pas que les mesures de sauvegarde, il y a d'autres mesures qui étaient Alors juste, Camille Seri, pardon, du coup je vous coupe parce que votre positionnement sur cette ratification aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, c'est vrai que le fait de passer outre les parlements nationaux, ça va permettre d'aller plus vite, mais ça va permettre aussi de ne pas avoir de minorité de blocage normalement. La France était opposée à cet accord en raison notamment des agriculteurs, mais en fait on voit que les quotas qui vont être autorisés pour les pays du Mercosur sont quand même très faibles, c'est-à-dire que c'est inférieur à ce qu'ils envoient actuellement. Donc on ne peut pas dire que ça va ouvrir le marché européen. En fait, c'est juste qu'une partie de ce qu'envoient déjà les pays du Mercosur dans l'Union européenne seront juste moins taxés. Et donc la France, avec ce qu'elle a négocié depuis le mois de juin et ses mesures de sauvegarde ou ses mesures d'alerte, va avoir du mal à se positionner contre maintenant. Elle avait demandé des mesures. Elle les a finalement obtenues, sachant que ces mesures, quand même, ne sont négociées qu'entre les 27. Il faudra un accord des 27 sur ces mesures. Après, la question, c'est l'opposition, elle n'est pas que française, elle est aussi de la Pologne, de la Belgique, de l'Italie. De l'Italie. Même hier, le chancelier autrichien a dit « Moi, il faut que je regarde en profondeur l'accord pour savoir ce que j'en fais ». D'autres pays, au printemps, s'étaient montrés un petit peu inquiets sur cet accord. Après, s'il y a des mesures de sauvegarde, normalement, au Conseil, honnêtement, ça devrait passer. Mais toujours, ces mesures de sauvegarde ne seront qu'entre les 27, avec la Commission qui soutiendra aussi avec des fonds financiers dans le prochain cadre financier, dans le prochain budget. Mais le Mercosur peut très bien dire, attendez, nous, on n'est pas engagés là-dedans, c'est pas notre problème. Donc ce sera comment faire en sorte que les pays du Mercosur soient aussi liés par ces futures mesures de sauvegarde. Alors, historiquement, la France s'est fortement opposée à l'accord Mercosur, notamment pour protéger ses agriculteurs. Mais cette semaine, le ministre délégué du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a salué l'introduction dans le texte d'une clause de sauvegarde renforcée concernant les produits agricoles. Nous en avons justement parlé sur ce plateau. Alors, pour recueillir un avis du terrain, nous avons parlé à Morgane Audy, maraîchère en Bretagne et coordinatrice générale du mouvement paysan, la Via Campesina. On l'écoute. En tant que paysans et paysannes européens, on est contre cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur parce qu'on risque de voir débarquer en Europe des produits importés d'Amérique latine à très bas prix qui vont détruire la production européenne. Par exemple, sur la viande de bœuf, en Amérique latine, ils sont capables de produire de la viande de bœuf à un prix bien inférieur à ce qu'on est capable de faire en Europe. Et donc, s'il y a cet accord de libre-échange, on risque de voir la production de viande bovine disparaître très largement en Europe. Donc, nous, on est en faveur de la défense des productions locales. On est en faveur de la souveraineté alimentaire. Et pour ça, on a besoin de protection et il faut arrêter les accords de libre-échange. Alors, je vois qu'elle partage votre opinion. Après, le Mercosur fournit aussi de nombreuses matières premières critiques, des terres rares essentielles à la transition énergétique et à la numérisation. Alors justement, Julie, est-ce que cela suffit pas non plus quand même à justifier cet accord ? Mais bien sûr que non, parce que c'est la double peine pour nos agriculteurs et pour nos éleveurs. C'est-à-dire que nos éleveurs, eux, voient toujours plus de normes, toujours plus de contraintes. Et parallèlement, on va accepter de consommer et d'importer de la viande qui, elle, est fabriquée avec des normes qui sont totalement différentes, avec un coût aussi de production et un coût social qui est bien plus bas. Mais c'est aussi une catastrophe écologique, cet accord du libre-échange avec le Mercosur, comme tous les accords de libre-échange. Là, l'agricultrice que vous avez interviewée a raison. Il
faut évidemment, si demain on veut aller vers plus d'écologie, vers moins de pollution au niveau mondial, il faudra évidemment mettre fin à ces accords de libre-échange et revenir vers une production locale, surtout qu'en France et en Europe, on a la chance de pouvoir produire énormément de choses. Et en France, on peut être dépendant sur énormément de domaines. Donc il faut revenir vers ça si on veut demain mettre fin à la pollution, parce qu'on le sait, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos importations. Alors une double peine pour les agriculteurs, c'est ce que j'entends vous dites. Cet argument conclut notre conversation. Merci à toutes nos invitées ici présentes et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Geneviève Ponce de l'Institut Europe Jacques Delors, Julie Rochagne, eurodéputée du Rassemblement national et Camille Cerise-Gessan, rédactrice en chef adjointe à l'Agence Europe. Alors cette semaine, un sujet qui a attiré toute notre attention, c'est la profonde instabilité politique en France. Le Premier ministre François Bayrou a convoqué un vote de confiance qui aura lieu lundi afin de savoir si les parlementaires soutiennent son budget d'austérité de 44 milliards d'euros. Ce budget prévoit des coupes massives dans les dépenses publiques et même la suppression de 2 jours fériés nationaux. Pour évaluer ses chances et prendre le pouls du pays, on a demandé à notre correspondante à Paris de nous faire un petit point sur la situation. On l'écoute. Le Premier ministre François Bayrou joue sa survie politique. Mais après plusieurs journées de consultation ici à Paris, ses chances semblent de plus en plus minces. Il a rencontré plusieurs chefs de partis politiques afin d'essayer de tenter de négocier leur soutien avant le vote décisif lundi prochain à l'Assemblée nationale. Mais la plupart des groupes d'opposition ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance. Cependant, les consultations vont quand même continuer tout au long de cette semaine. Donc, sauf retournement spectaculaire, François Bayrou semble destiné à une cuisante défaite la semaine prochaine. Mais en tout cas, la tension est palpable dans les rues de Paris. Voilà ce qu'en pensent certains habitants. Un président de la République, lorsque un gouvernement a été mis en minorité, ce gouvernement démissionne et à ce moment-là, le président de la République nomme un nouveau Premier ministre. Le problème, qui va-t-il nommer ? Je trouve pour tout le monde, ça me stresse beaucoup. Je connais personne qui ne pense pas du tout qu'est-ce qui va arriver bientôt. En France, on est tous sous la tension. Et je pense que oui, cette période, on va entrer vraiment, ça va donner beaucoup de manifestations et oui, ça va être compliqué, je pense. Alors on le voit, la tension palpable, le stress des Français. Ils ne veulent pas perdre le lundi de Pâques ou le 8 mai, jour de la victoire, comme jour férié. Alors Julie, quelles pourraient être les conséquences justement d'un tel projet ? Le projet qui a été annoncé avant l'été de François Bayrou, ce projet de budget, il est terrible pour les Français. C'est la suppression des 2 jours fériés, comme vous l'avez dit. C'est aussi l'augmentation des prélèvements obligatoires de 20 milliards sans aucune économie dans les postes sur lesquels les Français demandent des économies. Donc voilà pourquoi, évidemment, au Rassemblement national, nous ne voterons pas la confiance dans ce gouvernement, puisque les Français aussi n'ont plus confiance dans ce gouvernement. Il faut évidemment un changement, il faut revenir aux urnes pour enfin dégager une majorité solide et on l'espère, cette majorité qui sera Rassemblement national pour que nous puissions enfin appliquer notre programme. Alors Geneviève, justement terrible pour les Français, ce projet ? Vous aussi vous Non, moi, c'est pas moi ce qui m'inquiète. Vu aussi le déficit qu'il y a aujourd'hui en France. Moins directement engagé dans ce débat. Je regarde ça plutôt d'ici, de Bruxelles. Ce qui m'inquiète, c'est le taux d'endettement français. On est à 115% du PNB. Ouais. La charge de la dette actuellement en France, c'est 65 milliards d'euros par an. Si ça augmente de 1%, or, la dégradation du taux de la note française ou une évolution des taux ne nous mettent pas à l'abri, c'est 35 milliards de plus par an, c'est-à-dire à peu près le tiers du budget des armées. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement fragile, extrêmement préoccupante. En outre, c'est la racine des choses, on n'arrive pas à trouver en France, manifestement, une majorité sur une façon de sortir de cette situation qui est objectivement critique. Il y a une montée des extrêmes. La France n'est pas la seule dans cette situation, mais on a une montée des extrêmes à gauche comme à droite, et on a un centre qui ne s'entend pas.
Donc on n'arrive pas à dégager. Je dois dire que le président va se trouver face à une grande difficulté pour trouver Justement, Camille Cerise, est-ce que les jours du président Emmanuel Macron sont comptés selon vous ? Non, il ira jusqu'à la fin de son mandat, ça c'est sûr. Les jours du gouvernement, eux, sont comptés. La question, c'est ce que fera Emmanuel Macron. Je pense que la dernière fois qu'il a dissous l'Assemblée, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment une bonne idée. Il sait très bien que s'il recommence, son parti ou les partis qui lui sont proches seront encore plus minoritaires à l'Assemblée. Donc pour lui, je pense que c'est une vraie difficulté de savoir quoi faire. À mon avis, il va renommer quelqu'un proche de ses idées et de lui, sachant qu'il faut effectivement faire des économies, peut-être pas de la façon dont M. Bayrou le propose, mais il faut quand même que la France fasse des économies parce qu'elle est fortement endettée. Et nous, on sait très bien, dans notre vie personnelle, qu'on ne peut pas vivre à crédit. La France, à un moment, doit arrêter de vivre en permanence à crédit. Alors justement, la question importante, c'est qui va remplacer Bayrou ? Votre diagnostic, Julie ? Nous pensons évidemment que le Rassemblement national va largement arriver en tête et on espère que lors des seconds tours, on n'aura pas des alliances contre nature qui nous empêcheront d'arriver en grande majorité à l'Assemblée et donc d'avoir M. Bardella qui sera Premier ministre, parce qu'on a vu la dernière fois que ces alliances contre nature, elles ont mené à l'instabilité totale qu'on connaît et à la situation critique de la France qui ne va pas s'améliorer. Alors justement, en parlant de Macron, il est très focalisé sur l'Ukraine, on l'a vu, les événements internationaux monopolisent toute son attention. Est-ce que c'est justement un peu une manœuvre de diversion face aux difficultés intérieures, Geneviève ? Non, je ne crois pas, parce que elles sont là, les difficultés extérieures. La montée des périls est là. La brutalité de Trump est là. La brutalité de Poutine est là. L'attaque contre l'Ukraine est là, les tarifs de 15% sont là. Donc il faut absolument résister à ça et c'est vraiment sur tous les fronts. Alors justement, quelles sont véritablement les conséquences de ce chaos politique français ? Parce qu'on sait que la France pèse en Europe, justement, sur l'Union européenne. Et je dis ça parce que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré cette semaine que le risque de chute du gouvernement français était inquiétant et que tout bouleversement politique dans un pays de la zone euro pourrait ébranler les marchés. Camille, justement. Je pense que la présidente de la BCE serait inquiète de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national en France. Évidemment, je ne partage pas l'avis de Julie. La France a besoin de stabilité et d'un gouvernement pro-européen vu la situation actuelle en Europe, et c'est pas forcément le programme que défend le Rassemblement national. Donc je pense que Christine Lagarde, elle a besoin d'une stabilité et qu'elle a peur de ne pas retrouver cette stabilité. Et puis surtout, le temps d'avoir un nouveau gouvernement, ça prendrait du temps. C'est ça aussi, quel que soit le futur Premier ministre, ça va prendre du temps d'avoir un nouveau gouvernement stable. Et si on change de majorité, que ce soit le Rassemblement national, un gouvernement plus à gauche, ça veut dire aussi des nouvelles idées, des nouvelles propositions et donc une instabilité. Alors la France a besoin de stabilité. C'est la fin de l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à nos 3 invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.